Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Focus sur les entreprises. Nous sommes très heureux de reprendre cette année, ce que nous avions commencé un peu avant la fin de l'année passée. Nous avons décidé, à Géopolis Télévision, de soutenir l'entreprise. Parce que c'est l'entreprise qui est la cellule principale de production des richesses dans notre pays. On peut avoir le plus beau texte du monde, on peut avoir les plus belles lois du monde, mais si on n'a pas des entreprises qui fonctionnent, qui produisent, qui changent la réalité, la pauvreté va continuer. Et dans notre pays, nous avons constaté à Géopolis que les entreprises étaient une espèce en voie de disparition, menacée certainement par les pillages, mais aussi par la mauvaise gestion, mais surtout aussi par le fait de peu d'encadrement de ces cellules. C'est comme ça que nous avons pris l'option de créer Focus sur les entreprises. Chaque fois qu'une entreprise est mise en danger, chaque fois qu'une initiative de production est mise en danger, nous venons pour en parler. Aujourd'hui, je suis très heureux de revenir sur non seulement une entreprise, mais c'est un très très grand bureau dans notre pays. C'est l'Agence congolaise des grands travaux, qui est en fait un très très grand bureau d'études sur les grands travaux. D'ailleurs, notre pays est un pays à vocation des grands travaux. Nous sommes aujourd'hui heureux parce que nous avons reçu un des cadres, des grands cadres de cette entreprise, on peut l'appeler comme ça, pour parler d'un projet. Ce projet, en ce qui nous concerne, nous en tant que journalistes, nous l'avons surnommé un géant projet intégrateur. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la construction d'une route qui va aller de Kasomene à Mwenda dans le cadre du Congo, mais qui va traverser le pays pour aller jusqu'à Tchaloué en Zambie. Récemment, un tweet malheureux a été fait pour pouvoir mettre en doute la capacité de l'entreprise qui va travailler sur ce projet. Mais nous avons commencé à dévoiler un tout petit peu les tenants et les aboutissants de ce projet. C'est comme ça que nous recevons M. Eric Ngilou Makombela. Bonjour. Bonjour, M. Willy. Merci donc d'être là. J'ai fait une longue introduction. Question de vous mettre à l'aise. Vous êtes chef de projet de ce projet même. Donc, Kasomeno Mwenda. C'est vous, au niveau de la CGT, qui avez la garantie des études pour nous dire si ce projet est valable ou non. Mais vous êtes aussi vous êtes directeur dans ce qu'on appelle les lead project managers, donc directeur des études à ce niveau, et à l'origine, vous êtes ingénieur en génie civil. Vous êtes donc quelqu'un qui est très outillé, il n'y a pas plus de sources d'informations crédibles que vous dans ce projet. Et nous voulons avoir l'information à la source. Pour parler avec notre invité, j'ai le plaisir de recevoir un jeune confrère, Joseph Oleko. Bonjour. Bonjour, Willy Kalengé. Merci d'être là. Alors, nous allons commencer. Nous vous demandons d'être à l'aise, parce que les ingénieurs n'aiment pas parler. Exactement. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il? Vous allez nous présenter rapidement ce projet-là. De quoi s'agit-il? Alors, merci pour votre présentation déjà. Alors, parlons du projet. Le projet, c'est un projet intégrateur. C'est un projet qui se présente du côté congolais, du côté zambien. Alors, l'origine, nous savons que nous avons une sortie des corridors pour import-export vers le Grand Katanga. Et c'est Kasumbalé, c'est le seul point aujourd'hui qui fait office de cette porte import-export. Alors, nous connaissons des congestions énormes. Hein, ça va sur des kilomètres des tracts qui attendent les facilités douanières. Alors, du point de vue économique, cela n'est pas une bonne affaire hein, pour la région, pour le développement et pour le peuple. Cela amène à des marchandises qui coûtent de plus en plus cher, naturellement parce qu'il y a perte de temps et donc perte d'argent. Alors, c'est ainsi que la CGT, vous l'avez présenté, en tant que bureau d'études et d'ingénierie, réfléchissant sur tous les problèmes que nous avons au pays, a pensé qu'il était important de trouver des alternatives par rapport à ce point Kasumbalesa. C'est ainsi que, en projetant une route vers le nord, Kasomeno, Lubumbashi-Kasomeno, Kasomeno-Kasenga et Kasenga-Tchaloué, nous pouvions jeter un pont sur la Luapula. Et du côté zambien, gagner ainsi près de 300 km de route. 300 km de route, c'est à peu près Kinshasa-Matadi. Vous comprenez que c'est énorme pour un grand tract.
ne fût-ce que la location, le transport d'un track avec 2 containers, c'est énorme. Et donc, naturellement, c'est une solution pour tout ce qui vient du port de Dar es Salaam. Voilà un peu la genèse ou, disons, le but du projet. Et c'est ainsi que le ministère des Infrastructures donnera mandat à la CGT de mener des études. Et là, nous sommes en 2013. Et donc, des études ont été menées de manière à voir s'il était faisable. Parce que déjà opportun, nous venons de voir que c'était opportun. Maintenant, il fallait voir si c'est faisable techniquement et aussi tous les cadres, que ce soit politique, environnemental, surtout que ça impliquait tout un autre pays, dont la Zambie. Et donc, tout ça a été fait en 2013 jusqu'en 2014. Et donc, c'est ainsi qu'en 2015, un appel d'offres a été lancé. Mais avant qu'on arrive à l'appel d'offres, parce que vous êtes là les techniciens, quand vous dites étude de faisabilité, c'est quoi exactement l'étude de faisabilité? Parce que nous ne sommes pas encore au niveau du financement du projet. Exactement. Quand vous dites, qu'est-ce que vous êtes dans ce cas ici, quels sont les indicateurs, les paramètres qui ont été mis en lumière? Alors, les cycles d'études d'un projet vont commencer naturellement par l'étude d'opportunité. Est-ce que c'est opportun de faire ce projet ou non? Et donc, cette opportunité va se mesurer par rapport aux solutions qui existent. Est-ce que ça apporte un plus à la société naturellement? Ici, nous allons rester sur le cadre un peu social et économique. Est-ce que ça apporte un plus sur le social et l'économie de la région ou du pays? L'étude d'opportunité. Alors, dès que le projet passe cette étude, nous allons aller à l'étude de faisabilité. Est-ce que maintenant c'est faisable? C'est vrai, c'est opportun, est-ce que c'est faisable? Et là, nous allons voir techniquement, est-ce qu'on peut faire une route? Est-ce qu'on peut faire un pont? Et donc là, nous avons déjà plusieurs alternatives qui vont se présenter. Nous avions par exemple sur Kasenga un pont de plus de 1500 km. Vous voyez que ça devient... 1500 mètres. 1500 mètres de 1,5 km, merci. Et vous voyez déjà que du point de vue coût et faisabilité, ça devient difficile. C'est là qu'on étudie des alternatives et ça nous a envoyé à Tchalwe. Tchalwe, c'est un village du côté congolais. Du côté zambien aussi, c'est toujours Tchalwe, mais c'est à 30 km sud de Kasenga. Et là, nous avons 350 mètres, ce qui est possible. Et donc, ça nous amène vers cette étude-là où nous allons voir les alternatives et leur coût. Et aussi leur impact sur les riverains, sur la région et sur le pays. Donc, voilà. Et c'est après que le projet passe aussi cette étape que nous allons passer maintenant aux APS et APD, avant-projet sommaire et avant-projet définitif. Alors, oui, merci pour la parole. Vous avez dit que c'était un projet intégrateur qui va relier justement ces deux contrées, cette partie sud-est de la République démocratique du Congo qui partage d'ailleurs le pays avec la Zambie. Dites-nous un peu, quelle a été la procédure de validation de ce projet, mais aussi au regard parce que vous avez déjà trouvé quelqu'un l'entreprise qui va justement exécuter ces travaux. Quelle est la procédure de validation? Alors, parlons de l'entreprise, c'est là que je parlais de l'appel d'offres qui a eu lieu. Ça veut dire après que nous, partie congolaise, nous nous soyons rendus compte de l'opportunité qu'il y avait. Rappelons que les Zambiens n'en étaient pas encore à ce niveau. Et donc, nous lançons l'appel d'offres et c'est en 2015 que nous avons les prétendants, donc les candidats qui nous font leur offre pour exécuter le projet. Et c'est ainsi que de cet appel d'offres, GED a été sélectionné. Donc GED a été sélectionné et à partir de ce moment, chaque entreprise étant sélectionnée doit s'imprégner du projet. Et GED a aussi maintenant pris le temps de voir le projet et de voir qu'est-ce qu'il faut pour qu'il l'implémente. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'offre technique. Il a fait l'offre technique après avoir aussi fait ses études. Maintenant, le lien entre votre étude de faisabilité et l'offre technique de GED. Alors, l'étude de faisabilité, ou d'ailleurs l'avant-projet, parce qu'après l'étude de faisabilité, nous sommes passés à l'avant-projet définitif, donc l'APD. Et c'est avec ça que nous avons lancé l'offre. Alors ici, c'est de donner les lignes directrices à tout celui qui veut implémenter le projet. C'est dire le besoin de la République, voilà le besoin de la République. Alors les entreprises, naturellement, viendront avec leur expérience, avec leur tendance. Chacun proposera selon ce qu'il sait faire le mieux. Et donc, naturellement, j'aide à proposer. Et il y a eu plusieurs entreprises, je ne voudrais pas le citer, je voudrais rester sur celui qui a été sélectionné.
Et donc, il a été sélectionné parce qu'il a été le plus conforme, hein, selon les critères qui ont été établis pour l'évaluation. Vous avez dit que c'était une entreprise la plus conforme par rapport aux desiderata ou aux exigences de la CGT. Exactement. Dites-moi un peu, dans quel environnement s'exécute ou se déroule ce projet? Alors, pour l'instant, nous sommes dans ce que nous pouvons appeler une période où les fonds doivent être levés. Alors, comme vous savez, nous sommes dans le PPP, c'est le partenariat public-privé, où l'État met, au fait, son patrimoine qui est l'espace, le terrain. Et le privé doit venir avec son financement, ça c'est très important, il vient avec son financement et il doit venir avec ses engins pour exécuter le projet. Alors il doit chercher naturellement un fonds, il doit chercher de moyens. Et au point de vue financier, donc tout ce qui est institution financière, il y a ce qu'on appelle les fonds propres et la dette. Les banques non plus ne vont pas vous donner tout l'argent. Les banques vont s'assurer que vous avez une partie de l'argent, on va appeler ça equity. Et il faut minimum pour ce projet, c'est 30%. Alors, nous sommes dans le 250 millions, ça c'est déjà important parce qu'il y a eu des chiffres qui ont été lancés, notamment 750 millions. Non, on est loin de tout ça. Le contrat signé entre la République démocratique du Congo, donc le ministère, représenté par le ministère des Infrastructures, et GED Congo, c'est un contrat de 250 millions. Pour être précis, 252 millions 400. Pour la partie de la RDC. Exactement, pour la partie de la RDC. Alors, vous comprenez que 30% de ce montant, ça va dans les 70 à 80 millions. Et donc, GED, qui est l'entreprise qui a gagné ce marché, doit être capable de prouver qu'il a 80 millions de dollars auprès des institutions financières pour que ceux-ci lui prêtent le reste. Et c'est à ce niveau-là que nous sommes. Mais vous comprendrez que les institutions attendaient naturellement ce contrat pour qu'eux aussi puissent entrer dans la danse. Alors, je sais que vous ne faites pas de la politique, vous Ouais. êtes un technicien. Bien sûr, bien sûr. Mais vous avez des formations professionnelles chez nous. Ouais. Nous avons quand même appris que ce projet a été combattu. Tel que vous expliquez les choses, c'est très clair, c'est évident, c'est opportun. Pourquoi des gens se seraient opposés à ce projet? Parce que nous sommes aujourd'hui en 2022. Si l'appel d'offres a été fait en 2015, il y a quand même, nous sommes en train d'aller vers 10 ans, alors qu'aucun coup de pioche n'a été déjà fait sur le terrain. Il y a un bruit sur roche. Y a-t-il eu quand même des oppositions? Quelque chose, ou des sabotages? Bien, à ce niveau, je ne peux pas aller jusqu'à dire qu'il y a eu des sabotages ou d'opposition, mais comprenez qu'implémenter un projet, ça prend du temps. Hein, nous parlons de 250 millions qu'un investisseur privé va amener, où l'État ne sort rien. En termes d'argent, il ne sort pas d'un seul rond. Et il y a toute une grande analyse à faire. Il y a des risques à étudier, il y a des assurances à prendre. Voilà. Donc, il y a, je vous rappellerai ici, peut-être je vous informerai parce que vous n'étiez pas au courant, que la DBSA, la Banque sud-africaine de développement, a aussi mené des études sur le projet, parce que ça fera partie d'un des financiers du projet, pour s'assurer qu'il ne vient pas financer un projet qui n'est pas viable. Donc c'est tout un long processus. Naturellement. Donc, vous mettez le temps oui. À longues études. Si, il y a de temps. Vous restez pur dans l'esprit. Non, nous restons purs dans l'esprit et comprenez que les investisseurs doivent s'assurer. Les institutions, vous voyez, qui n'est pas seul GED. Il y a GED et puis il y a des institutions financières qui doivent l'accompagner. Ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de s'assurer. Tout ça a été fait, c'est tout un long processus. Ils doivent aussi mener leurs études pour savoir que les nôtres sont bons. Quand nous disons que c'est viable, est-ce que c'est viable? Ils ne doivent pas nous croire. Donc c'est tout un long processus, naturellement. Alors revenons un peu au tracé. Ouais. Présentez-nous un peu le projet lui-même. La route commence à partir d'où? C'est combien de kilomètres dans le pays? Exactement combien? Et puis vous profitez de l'occasion parce que comme c'est une route tracée, et vous avez donc, et n'existe pas encore, ce n'est pas une route à réhabiliter, c'est une construction de nouvelles routes. C'est qu'elle n'est pas passée dans le désert, elle doit être passée dans des villages. Exactement. Vous devez avoir, d'une certaine manière, dépossédé un certain nombre des autochtones. Comment vous avez fait? Donc, nous avons créé le tracé, et puis comment vous faites pour compenser ce qui devrait être une dépossession? Exactement. Alors, merci pour cette question. Alors, le tracé du projet, vous comprendrez qu'il doit se connecter sur une artère principale, une route principale du pays, et c'est la RN1 au niveau de Lubumbashi.
Alors, il s'est fait que de Lubumbashi à Kasomeno, c'est une partie de la RN5 qui a été construite par la CGT aussi. Hein, ça fait déjà plusieurs années. Donc, c'est un tronçon qui existe. Et donc, le projet a quitté plutôt Kasomeno pour aller vers Kasenga. Kasenga, c'est au nord de Kasomeno. Ça, c'est la RN35. C'est une route en terre qui existe hein, jusqu'à Kasenga. Et c'est de Kasenga jusqu'à Tchale où il n'y a pas de route. Et c'est là que c'est une nouvelle route. Et naturellement, on a des villages. On a dénombré pas moins de 35 villages. Et ça, c'est déjà un développement pour tous ces villages-là. Et donc, le projet passe par tous ces villages et atteint Tchaloué pour voir le pont GT, le pont de 350 km. Voilà un peu le tracé pour la partie congolaise. Et de l'autre côté, il va rejoindre une autre artère principale, notre route nationale zambienne, la D79, et va se diriger vers Dar es Salaam. Directement quand vous parlez, j'avais eu aussi à lire ce projet. Et d'emblée, j'ai une question à vous poser. Parce que le projet va aussi concerner la construction d'un pont. Un pont au niveau de Auban, un pont, on parle d'un pont au standard international des nouvelles générations. Parlez-nous un peu, quels sont les moyens, quelles sont les techniques utilisées pour la construction de ce pont? Ouais. Alors ça, c'est un pont spécial. Nous avons un pont spécial déjà au pays. Hein, c'est le pont Maréchal. Okay. C'est un pont suspendu. On va l'appeler techniquement un pont suspendu. C'est un pont spécial suspendu. Alors celui-là sera un pont spécial aussi, mais à Auban. C'est un pont aubanais. Et donc nous n'avons pas encore ce genre de pont. Donc ce sera un symbole. Un symbole aussi comme l'est déjà notre pont. Tous les ponts spéciaux sont symboliques. Et là, c'est un symbole fort que le pays lance aussi à travers ce projet-là. Donc c'est un pont spécial de 350 mètres, un pont aubanais. Alors les techniques de construction sont très avancées et très pointues. Voilà pourquoi il faut des partenaires privés qui soient capables de réaliser ce genre d'ouvrage. Ce n'est pas donné à toute entreprise de construction de faire ça. Voilà. À partir de ce moment-là, est-ce que vous pensez aussi à des sous-traitances congolaises? Bien sûr, la loi déjà prévoit minimum 20 à 30% de sous-traitance. Mais la sous-traitance ne veut pas dire construire le pont. Il y a certainement des tâches qui seront accordées aux entreprises locales de faire leur sous-traitance, mais de tâches aussi pointues que la construction du pont aubanais. Naturellement, c'est l'entreprise EPC qui est en recrutement, parce qu'il faut recruter une entreprise qui soit capable d'exécuter le pont dans les standards internationaux qui sont voulus. Dans ce projet, il y a aussi le One Born Post, c'est-à-dire le point frontalier unique. Ouais. C'est un peu de nous présenter ces postes-là. Comment est-ce que ça se présente? Alors, le concept du poste frontalier à guichet unique, à arrêt unique, c'est un concept pour gagner en temps. Comme vous le voyez déjà dans tous les postes frontaliers, notamment à Kasumbalé, c'est de ça qu'il s'agit. On s'arrête du côté zambien, on fait les formalités, on traverse, on les fait du côté congolais. C'est perte de temps. Ici, nous voulons gagner en temps parce que time is money. Le temps, c'est l'argent. Dans ce monde, le temps, c'est l'argent. Plutôt que de faire 2 tours par mois, on peut en faire 5. On a gagné de l'argent. Ça permet à ce que les denrées soient à un bon coût, à un bon prix sur le marché. Alors, le poste à arrêt unique veut qu'il y ait un accord frontalier entre la Zambie et la RDC, de manière à ce que nous sachions gérer ça une fois pour toutes. Alors, ça amène notamment une bonne installation informatique, de manière à ce que le camion qui vient d'un côté ne s'arrête qu'une seule fois et soit vérifié une seule fois, et dès qu'il traverse, il est parti. De la même façon, de l'autre côté. C'est juste un concept pour gagner en temps, et ça se fait maintenant de plus en plus au monde. Ça ne commence pas chez nous. Et nous travaillons avec ça. Vous travaillez avec ce projet concerne aussi la Zambie. Ouais. La Zambie a aussi une agence qui est équivalente, bien évidemment, de la CGT, qui est le RDA. RDA. Est-ce que vous travaillez en connivence avec cette structure de la Zambie? Exactement. C'est comme ça que nous disons il y a des accords qui doivent être faits. Ça, c'est l'accord de gestion du poste frontalier qui doit être signé entre les deux pays. Et techniquement, nous avons des rencontres, je ne dirais pas tous les jours, mais très souvent. Mais très souvent à des jalons clés qui ont été définis dans la gestion du projet.
Et nous savons que nous devons harmoniser à ce point et à ce point. Les rencontres se sont faites à Lubumbashi, les rencontres se sont faites à Lusaka, alternativement du côté congolais et du côté zambien. Évidemment, je rappelle à ceux qui nous suivent que nous recevons M. Eric, qui est ingénieur civil et directeur de projet, des études de ce grand projet dont nous parlons, Kasomeno, Tchalwe, Kasenga, donc une autre porte de sortie vers l'extérieur à partir de Lubumbashi. Alors, évidemment, parce que c'est un partenariat public-privé, ce sont les privés qui vont amener de l'argent pour pouvoir rentrer dans leurs frais. Exactement. Ils vont donc installer des points de péage. Alors, vous savez déjà que nous avons une expérience dans ce domaine. Quels sont les... Comment vous, d'abord, sur le plan technique, les péages, c'est quand même une longue route, vous n'avez pas donné les nombres de kilomètres. Hein? Ouais. Ça va se trouver à quel niveau? Parce que déjà, Kasomene, Lubumbashi, Tchalwe, c'est combien de kilomètres et à quel point, combien de points de péage? Ok, exactement. Le kilométrage du côté congolais, nous avons 94 km de route, un pont de 350 mètres. Et nous avons des routes, la route à construire. À construire. Okay. La route à construire. Parce que si nous devons quitter Lubumbashi, nous devons ajouter les 130 km de Lubumbashi-Kasomeno. Là, nous parlons uniquement de la route à implémenter. Donc, 94 km de route. Et nous avons trois postes de péage qui sont prévus, notamment un au niveau de pont, naturellement, un à la sortie de Kasenga et un à la sortie de Kasomeno. Ce sont ces trois postes. Ce sont ces trois postes de péage. Et chaque camion paiera à chaque poste? Non, pas à chaque poste. Dès que vous avez payé une fois, vous passez. On paye une seule fois. Vous payez une fois. Ce sont des contrôles. Exactement, ce sont des contrôles. Exactement. Alors, maintenant, c'est quand même assez compliqué parce que. Est-ce qu'on a une idée du volume? Parce que le péage, 250 millions de dollars, c'est beaucoup. Si on doit compter les péages des camions pour se faire rembourser, eh bien, nous y allons vers 20-30 ans. Exactement. Le contrat est signé de 25 ans et il part de l'évaluation du trafic actuel et de son évolution dans le temps. Donc ça, c'est l'entrée principale. C'est la donnée principale de tout modèle financier. Et donc, nous devons partir du trafic actuellement et du trafic projeté dans le temps, l'évolution, la croissance du trafic, de manière à étaler sur 25 ans et voir les revenus que cela va générer par rapport au projet et voir si l'investissement est bien repris par rapport à ces revenus. Alors, quand nous regardons un tel ouvrage, c'est structurant parce que c'est là où il n'y avait rien, vous avez mis de nouvelles choses. Exactement. Mais il y a un écosystème économique autour de cet ouvrage. Quelles sont les activités qui peuvent soutenir cette route? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura d'autres villes, d'autres cités? Qu'est-ce qui est prévu pour que cette route soit rentable? Qu'elle ne soit pas simplement une route pour les camions, mais que pour les populations aussi, qu'elle soit aussi un accès à quelque chose. Exactement. La route, par définition, c'est un moteur de développement. De lui-même, déjà, la route attire le développement et nous appelons ça les avantages exogènes de la route. Aujourd'hui, vous avez parlé, je n'ai pas pu répondre à cette question à un certain moment, c'est l'expropriation des riverains parce que naturellement, nous prenons des parties des terres de chaque riverain de la route. Nous exproprions exactement de manière à ce que la route soit toujours moteur de développement. Et donc, ils sont compensés en termes de monnaie par rapport à la valeur qui est évaluée de leur terre ou de leur maison. Et vous verrez qu'avec déjà le projet, les valeurs montent. Évidemment. Les grandes sociétés, ils vont pas vous laisser exactement. Les grandes sociétés réservent déjà des grandes terres parce qu'ils savent que voilà. Et donc c'est un grand développement. Donc aujourd'hui, vous entendrez plus parler des Kasenga avec cette route et même des Tchalwe. Et même des Kalouba et même de Makungu. Voilà des villages, par exemple, dont vous n'avez jamais entendu parler, mais demain vous entendrez parler comme vous entendez parler de Kasumbalesa. Ouais. Donc avant la route, c'était tout simplement un village comme Tchalo. Mais aujourd'hui, Kasumbalesa, c'est une référence. Et donc voilà un peu la route et ses effets. Nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien parce que les techniciens ne parlent pas beaucoup, ils parlent de manière judicieuse. Et vous avez été clair. Alors, je voudrais vous demander, jusqu'à maintenant, quelle est la partie, vous êtes satisfait à combien de pourcentage? Est-ce que vous êtes encore dans l'espoir ou dans la certitude quant à la réalisation de ce projet?
Alors, il faut dire que la signature de contrat qui est intervenue le 9 entre le ministre d'État, son Excellence, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et GED Congo, non, c'est, disons, un grand pas pour ce projet parce que les investisseurs n'attendaient que ça, les prêteurs. Nous avons eu pas mal d'échanges, de travail autour de ce contrat, de manière à ce que et les investisseurs trouvent leur satisfaction dans ce contrat, bien entendu en garantissant les intérêts du pays. Et donc nous avons trouvé un bon accord et avec ça, le planning du projet est fait de manière à ce que en juillet, nous ayons déjà la clôture financière, ça veut dire les investisseurs débloquent les fonds de manière à ce que le projet commence. Alors, quelque chose de très important, parce que le projet a déjà commencé. Vous vous rappellerez, j'ai parlé du tronçon Kasenga jusqu'à Tchalwe, où il n'y a pas de route. Et des travaux préliminaires ont déjà été faits sur ce tronçon-là, de manière à permettre le trafic de s'effectuer entre Kasenga et Tchalwe, où il n'y avait pas de route. Et les travaux sont déjà faits à ce niveau-là. Donc nous pouvons dire que le projet, on est dedans. Nous parlons donc d'une route asphaltée. Nous parlons d'une route asphaltée. De Lubumbashi jusqu'à Tchalwe. Oui, non seulement asphaltée, mais prêt à prendre le trafic nécessaire pour 25 ans. Merci, M. Rikingilo Makumbela. Vous êtes, comme je l'ai dit tout à l'heure, directeur des études au niveau de l'Agence congolaise des grands travaux. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir eu sur ce plateau, surtout nous étions au cœur même du projet de l'information. Nous évitons les rumeurs, les fake news, nous allons vers la source réelle de l'information. Merci aussi à Fiston Leco d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à Focus sur les entreprises avec l'espoir de retrouver une autre entreprise et pourquoi pas une autre source d'information. Nous le disions, les entreprises doivent être protégées parce que c'est grâce aux entreprises que le pays va régler ses vrais problèmes de pauvreté. Il n'y a pas de magie sans le travail. Au revoir et à la prochaine.